Le catenaccio. En italien, ça veut dire verrou de porte. C'est un système conçu pour fermer le jeu à clé et ne laisser passer personne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une invention italienne. C'est un coach autrichien, Karl Rappan, qui en pose les bases dans les années 1930 en Suisse. Mais c'est l'Italie qui va s'en emparer et le transformer en quelque chose de redoutable. Sous l'impulsion d'Elenio Herrera à l'Inter Milan, le système atteint la perfection. La pièce maîtresse? Le libero. Ce dernier rempart se place derrière la ligne défensive pour couvrir les espaces et nettoyer chaque ballon. Une organisation quasi militaire qui permet à l'Inter de régner sur l'Europe en 1964 et 1965. Mais attention, le catenaccio n'est pas qu'une survie passive, c'est un piège. L'équipe absorbe la pression, attend la faille, puis frappe. Une contre-attaque chirurgicale suffit à plier le match. Et ça a marché jusqu'en 2006 avec la Coupe du Monde. Et encore, en 2021 avec l'Euro. Le kick and rush. Le nom dit tout, ce style, c'est l'Angleterre qui l'a inventé au 19e siècle. À l'époque, pas de tactique complexe. On envoie le ballon vers l'avant, les attaquants se battent et on pousse vers le but. C'était la norme. Les terrains boueux et les ballons en cuir trempé rendaient le jeu au sol presque impossible. Alors, on jouait haut et physique. Ce style atteint son apogée dans les années 50 et 60, notamment avec le Wolverhampton de Stan Cullis. Mais le vent a tourné. Quand les équipes européennes et sud-américaines ont affiné leur système, l'Angleterre est restée prisonnière de sa tradition. C'est ce qui explique qu'avec un tel héritage, elle n'ait remporté qu'une seule Coupe du Monde, en 1966. Aujourd'hui, le kick and rush pur a disparu du haut niveau, mais ses traces sont partout. Chaque fois qu'une équipe cherche la profondeur directement pour sauter les lignes, c'est l'héritage de cette philosophie. Le jogo bonito, ça veut dire jouer beau. Et c'est exactement la promesse que le Brésil a faite au monde entier. L'expression est popularisée par Pelé lui-même dans les années 1970. Mais le style, lui, commence bien avant. Quand les Anglais apportent le football au Brésil, les Brésiliens regardent ça et décident immédiatement de faire leur propre truc. Ce qui rend le jogo bonito unique, c'est son rapport à l'adversaire. Ailleurs, le but est de le neutraliser. Au Brésil, c'est de l'humilier avec élégance. Le rainbow flick, l'élastico, le petit pont. Pensez à Ronaldinho qui fait asseoir des défenseurs sur leurs fesses avec un sourire aux lèvres. Pensez à Romario, à Rivaldo, à Neymar. Ces joueurs ne jouent pas au football, ils le dansent. Et le résultat? 5 Coupes du Monde. Aucun pays n'en a plus. L'équipe de 1970 avec Pelé, Jairzinho, Rivellino, elle est encore aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Mais, avec la globalisation et l'influence du vieux continent, le Brésil a progressivement abandonné une partie de cette identité. Les systèmes tactiques rigides commencent à rentrer dans le moule brésilien. Et depuis 2002, aucun titre mondial. Beaucoup de Brésiliens pensent que c'est exactement pour ça. Qu'en essayant de ressembler à l'Europe, le Brésil a perdu ce qu'il rendait imbattable. Le football total. C'est probablement la philosophie la plus révolutionnaire que le football ait jamais connue. Tout naît aux Pays-Bas, à la fin des années 1960, au sein d'un club, l'Ajax Amsterdam. Et l'architecte derrière tout ça, c'est Rinus Michels. Son idée est simple à énoncer, mais folle à exécuter. Chaque joueur peut jouer à chaque position. Le défenseur monte attaquer, l'attaquant redescend défendre, le milieu se retrouve sur le côté. Les positions ne sont pas fixes, elles sont fluides. Pour que cela fonctionne, il faut des joueurs exceptionnellement intelligents et techniquement complets. Michels possédait exactement ce profil avec un certain Johan Cruyff. Un attaquant qui comprend le jeu dans sa globalité, se déplace partout sur le terrain, dicte le rythme et pense avec 3 coups d'avance. Il incarne à la perfection l'exigence de cette philosophie. L'Ajax va ainsi dominer l'Europe de manière écrasante, remportant 3 Coupes d'Europe des clubs champions consécutives de 1971 à 1973, tout en écrasant la concurrence dans son propre championnat avec des statistiques affolantes. Puis vient 1974. La Coupe du Monde en Allemagne. Les Pays-Bas débarquent avec ce football total et dévastent le tournoi. Ils balayent des nations historiques comme le Brésil et l'Argentine et dominent l'Allemagne de l'Est au second tour. Le monde entier les couronne champions avant même de jouer la finale. Mais celle-ci a bien lieu et les Pays-Bas s'inclinent 2-1 contre l'Allemagne de l'Ouest. En 1978, ils atteignent de nouveau la finale, mais échouent encore sur la dernière marche. La plus belle équipe du monde, 2 fois de suite, rentre à la maison sans le trophée ultime. Le football total n'a peut-être jamais gagné la Coupe du Monde, mais il a changé le football pour toujours. Le Gegenpressing. Le mot est allemand et veut dire contre-pressing. Au lieu d'attendre,
Tu vas chercher le ballon immédiatement et agressivement dès que tu le perds. Ses racines viennent du Milan de Sacchi et du football total néerlandais. L'obsession de récupérer la balle haut, vite et collectivement. En Allemagne, c'est Ralf Rangnick qui en pose les bases tactiques. Mais c'est Jürgen Klopp qui prend ce concept et le pousse à l'extrême avec le Borussia Dortmund au début des années 2010. Porté par Lewandowski, Götze et Kagawa, l'équipe gagne 2 Bundesliga consécutives. Puis, renforcée par Reus, elle presse avec une intensité terrifiante jusqu'à la finale de la Ligue des Champions en 2013. À Liverpool, Klopp fait encore plus fort. Le trio Salah, Mané, Firmino presse depuis l'avant et force les erreurs, relayé par une intensité folle au milieu du terrain. Le résultat, la Ligue des Champions en 2019 et un titre de Premier League historique en 2020. La limite du gegenpressing est physique. Presser à très haute intensité pendant 90 minutes, c'est épuisant. Les équipes qui jouent ce style ont besoin d'une condition physique hors norme et d'une rotation importante dans l'effectif. Et si l'adversaire réussit à passer le premier pressing, il se retrouve souvent avec beaucoup d'espace derrière. Mais c'est ce qui rend le gegenpressing si fascinant. Il transforme une perte de balle, normalement une vulnérabilité, en une opportunité d'attaque immédiate. Le tiki-taka. C'est probablement le style de jeu le plus reconnaissable de l'histoire moderne du football. Le terme est inventé presque par hasard par le commentateur espagnol Andrés Montes lors de la Coupe du Monde 2006 pour décrire le jeu de l'Espagne. Estamos tocando tiki-taka, tiki-taka. Mais ses racines sont bien plus profondes. Tout commence au FC Barcelone au début des années 1990, quand Johan Cruyff implante sa philosophie du football total, basée sur la possession et les triangles de passe. Surtout, il pose les fondations de la Masia, le centre de formation qui produira une génération de génies formatés pour ce style. Des joueurs qui lisent les espaces de la même manière depuis l'enfance. Quand Pep Guardiola prend les rênes de l'équipe première en 2008, le système atteint sa perfection. Son Barça ne se contente pas d'avoir le ballon, il étouffe l'adversaire avec parfois 80% de possession. Ce Barcelone remporte les Ligues des Champions 2009 et 2011 en jouant un football inédit. L'équipe nationale d'Espagne s'empare du même système. Sous Luis Aragonès puis Vicente del Bosque, la Roya reproduit le modèle catalan avec Xavi et Iniesta à la baguette. Le résultat est historique. Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Un triplé consécutif qu'aucune équipe n'a jamais réalisé avant. Mais en 2014, l'illusion se brise. Le monde du football comprend comment le contrer. Pressing haut et transition rapide. Pourtant, le vrai tiki-taka de Guardiola était tout sauf stérile. Chaque passe avait un but, chaque mouvement créait un espace. S'il a depuis évolué vers un jeu un peu plus vertical, notamment avec le Manchester City actuel, cette période dorée de 2008 à 2012 restera gravée comme l'un des sommets absolus du football collectif.